Bonjour, dans cette vidéo, je vais donner des pistes pour les gens sincères, sachant que ces pistes peuvent être aussi utilisées pour fournir des fausses preuves. Mais personnellement, je fais le pari que la sincérité triomphera de la dissimulation. Alors, je vais partager des éléments de discernement pour essayer d'arriver à trouver d'où provient la détermination d'une action, d'une micro-expression ou d'une expression. Alors, avant de commencer, je vais vous faire plusieurs recommandations. La première, c'est d'avancer à petits pas. À petits pas, pour ne pas faire de fausses interprétations, car les fausses interprétations peuvent vraiment faire des massacres intérieurs et faire beaucoup de mal aussi aux gens dans leur vie sociale. Alors, je vais commencer par vous lire un petit passage de ce livre, voilà, de José Delgado, où lui-même réalise que discerner les actions induites par stimulation électrique est très difficile. Alors, lui-même, il dit que c'est impossible dans certains cas, mais moi je crois que c'est possible. Alors, mais il est également certain que grâce au développement des techniques de stimulation du cerveau, il est devenu impossible de distinguer certaines réponses obtenues artificiellement du comportement spontané, et cela autant chez l'homme que chez l'animal. Alors, quelque chose de difficile, eh bien, à mon avis, il faut quand même s'y attaquer, parce que sinon, ce sera vraiment une source d'injustice. Enfin, je pense que ça a déjà été plusieurs fois une source d'injustice énorme. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'examiner ces situations. Alors, en plus de ce petit passage de José Delgado lui-même, je tiens à souligner que logiquement, comme pour tous les crimes, parce qu'il y a des crimes qui se commettent de cette manière-là, on est bien d'accord, beaucoup de choses sont faites pour induire en erreur. Sauf que là, c'est des inductions en erreur scientifiques. Donc c'est encore plus difficile que pour le petit criminel, enfin même le grand criminel qui utilise des techniques classiques. Alors, je vous mets en garde aussi contre le copier-coller de la forme qui va systématiquement entraîner la mise en place de fausses preuves basées sur les apparences et de fausses corrélations. C'est un petit peu le développement de ce que j'avais dit au début. Alors, je donnerai des exemples. Alors, je pense que ce sont des pistes valables, certainement qu'il y en a d'autres, hein, mais à condition, elles sont valables à condition de s'attacher aux principes fondamentaux. Deuxièmement, de faire preuve de beaucoup de patience et d'observation. Troisièmement, se préparer le plus paisiblement possible à la persévérance devant les fausses preuves et les fausses corrélations. Donc je vous le dis spécialement si vous voulez prouver votre situation dans une alors que les circonstances vous semblent accablantes et que vous ne savez pas comment vous justifier, alors que vous savez très bien que voilà, il s'agit d'un cas comme ceux que j'ai décrits dans ces vidéos. Préparez-vous à la patience et à la persévérance. Hein? Ne vous laissez pas effondrer dès qu'on vous a présenté une fausse preuve ou une fausse corrélation. Ne renoncez pas. Recommencez tranquillement, tranquillement. Aussi tranquillement que vous le puissiez, parce que ce sont des techniques et technologies qui sont extrêmement difficiles. Alors, quatrièmement, je vous recommande d'examiner le plus rigoureusement possible toutes les alternatives
qui peuvent se présenter. C'est-à-dire que même si vous savez très bien que ça correspond à un cas que je décris, eh bien s'il y a une autre alternative, préparez-vous à prouver que ce n'est pas cela. Hein? Et en prenant les choses en amont, eh bien je pense que en faisant fonctionner votre intelligence, vous allez trouver des solutions. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est de faire attention aux nuances. Et aussi, de faire correspondre tous les détails, essayer de rassembler le maximum de détails avec la vue d'ensemble. Et en général, quand on fait correspondre une multitude de détails avec une vue d'ensemble, ça peut donner des résultats très intéressants. Alors, je vais vous donner un exemple, c'est par rapport à la position des gens devant les mots déclencheurs. Alors, c'est toujours intéressant de faire des observations à ce propos, mais il faut tenir compte qu'il existe des gens qui les prononcent parce que eux, ils trouvent que ça ne devrait pas exister. Donc, allez, on y va, on fonce, on prononce les mots déclencheurs, ça ne devrait pas exister, donc ça n'existe pas. C'est un petit peu comme quelqu'un, si vous avez la jambe cassée, qui trouve que la jambe cassée, ça ne devrait pas exister. Donc, voilà, ils foncent, ils bousculent. Bon, c'est des gens qui sont peut-être pas foncièrement mauvais, mais si vous êtes en position de fragilité, il faut quand même faire attention avec eux. Voilà. Il y a des gens aussi qui ne se rendent pas compte. Ils n'ont pas cette sensibilité. Ok, là aussi, ce n'est pas forcément de la méchanceté. Par contre, si vous avez dit plusieurs fois la même chose et que la personne n'en prend jamais compte, bon, là, je pense que vous êtes en droit de vous poser des questions. Une personne peut agir aussi sous l'effet du langage forcé. Je vous rappelle la présentation de José Delgado dans Wikipédia que vous pouvez retrouver. Il arrivait à inspirer une parole à des gens. Évidemment, maintenant, les techniques sont beaucoup plus poussées et il est possible d'arriver à faire ces choses-là d'une manière précise, encore plus précise et à plus grande distance. Alors, il peut y avoir aussi une personne qui est sous l'effet d'une menace. Bon, voilà, je ne dis pas que c'est bien de céder, mais c'est encore un autre cas de figure. Et puis, il peut y avoir une personne qui est sous un système de récompense. Alors là, bon, c'est encore autre chose, hein, mais ça arrive. Et il peut arriver aussi des gens qui peuvent être purement méchants. Voilà, moi je crois que ça existe, mais avant de dire que la personne est purement méchante, eh bien il faut bien avoir examiné toutes les solutions autres. Hein. Alors, je vais vous mettre en barre de description la vidéo d'un taureau qui avait été implantée par José Delgado et je la trouve particulièrement intéressante parce qu'elle donne énormément de détails. Alors, tout d'abord, on voit que le monsieur qui présente ce taureau nous dit que ce taureau est sélectionné à la base pour ses qualités d'agressivité. Bon, voilà, c'est quand même, voilà, ça peut être une qualité, on va dire, à condition, bien entendu, que ce soit bien géré. Ok, j'ouvre une toute petite parenthèse pour dire que moi je n'irai jamais dans ces manifestations. Voilà, bon, ça c'est ma position. Hein. C'est pas parce que je passe cette vidéo que j'approuve forcément ce qui se passe dans ces manifestations. Alors, à partir du moment où vous voyez que le taureau est agressif, ou alors qu'une personne, ou alors qu'un animal est agressif, il faut quand même garder en tête qu'il y a une différence entre les manifestations agressives de la peur et l'agressivité pure et dure. Hein. Alors, il existe des animaux qui sont plus agressifs que les autres, à la base. Alors, la nature nous l'enseigne, hein, et on peut voir que, par exemple, un lion va être plus agressif qu'une biche. Il n'y a besoin d'aucun dressage particulier. Par contre,
à partir des animaux agressifs, c'est possible de les dresser encore plus pour obtenir une agressivité encore plus importante dans un but particulier. Alors, par exemple, il y a des gens qui veulent protéger leur maison par des animaux. D'accord? Et c'est plutôt rare qu'ils confient la protection de leurs animaux. Enfin, moi, j'ai jamais vu un rouge-gorge, une biche, un lapin, un cochon d'Inde. J'ai jamais vu ça en tous les cas. Hein? Parce que ce sont des animaux qui ne sont pas agressifs à la base et qui pourraient difficilement défendre la maison. Alors, par contre, ils vont plutôt confier la protection de leur maison à des chiens de race spécifique et ils vont accentuer leur caractère de base par un dressage. Voilà, donc dans cette vidéo que je vous mets en barre de description, vous allez pouvoir constater une partie du processus qui était utilisé dans les recherches du style MKUltra. Alors je vous rappelle, MKUltra c'est comment transformer les gens en marionnettes. Alors en général, il y avait l'usage de drogue. Alors, la drogue peut être administrée par séduction, deux manières de séduire, hein, soit dire c'est très bon, prends-en, super, etc. Autre manière, d'en mettre dans l'alimentation ou dans les boissons ou en faisant respirer. D'accord? Ou alors de force. Et là, vous allez voir que pour le taureau, ça a été fait de force. Alors, affaiblissement aussi, ils utilisaient l'affaiblissement divers, par le sommeil, l'alimentation, des chocs émotionnels, des rayonnements divers. Alors revenons-en à cette vidéo du taureau. On va voir à 2 minutes 37 qu'ils utilisent la puissance de la drogue injectée de force avec une seringue qui avait été lancée par un fusil, enfin tirée par un fusil. Et là, vous pourrez observer que même si la dose était paralysante, il a fallu quand même un petit moment, quelques minutes, pour que le taureau soit complètement anesthésié. À partir du moment où le taureau a été anesthésié, ils ont placé l'ancêtre des puces. Et alors à partir de ce moment-là, ce taureau-là pouvait être manipulé à distance et d'une manière immédiate. Donc, pour les manipulateurs, c'était encore plus intéressant que la drogue, même si souvent la drogue est utilisée dans les manipulations. À 4 minutes 40, on voit que la stimulation l'oblige à tourner vers la droite. À 5 minutes 34, et ça c'est très intéressant, on voit qu'il y a l'induction d'un mouvement réflexe de base. C'est-à-dire, et ça c'est très très important, qu'avec ces manipulations, on peut induire l'utilisation d'un bon mouvement réflexe, mais à contretemps. C'est-à-dire que la personne se retrouve dans une situation très difficile, pourtant le bon mouvement réflexe, utilisé à un autre moment, aurait pu être très utile. 6 minutes 22, rotation à droite qui bloque les attaques, mais elle reste présente. À 6 minutes 45, alors le taureau est bloqué et contraint de se retourner. Là, au niveau de la manipulation, ça va un petit peu plus loin parce que le mouvement est plus ample. À 7 minutes 02, il est déporté vers la droite sur un autre taureau, parce que c'est très important de voir que ces manipulations ne se sont pas faites sur un seul taureau, un seul animal et un seul être humain. Donc, le taureau va faire un mouvement circulaire. Donc, il va tourner en rond au lieu d'aller tout droit. Mais il garde son énergie
et sa personnalité. D'accord? Mais ses objectifs, bon, alors foncer sur l'expérimentateur, je ne trouve pas que ce soit un super objectif, mais bon, c'était son objectif, est anéanti. Donc, il faut savoir que ça peut être utilisé aussi pour l'anéantissement de bons objectifs. Alors, l'objectif est anéanti juste avec des micro-ondes. Le mouvement initial est gardé, mais il est détourné. Notez-le bien, c'est très important parce que ça a des implications énormes. Alors, au chapitre 16, page 225 de l'édition française et page 222 aussi, on voit que les stimulations répétées peuvent rendre l'animal momentanément ou plus durablement moins agressif. Alors savoir combien de temps, ça je ne sais pas, c'est écrit là-dessus, mais pendant un moment, l'animal peut avoir sa personnalité transformée. Et on peut voir au chapitre 16 aussi, page 221, que là sur un autre animal, mais c'est possible sur tous les animaux et sur les êtres humains, que le sommeil complet peut être induit. Et si ça ne marche pas du premier coup, il suffit de relever l'ampérage. Alors, ce sommeil complet peut être induit rapidement et il y a certaines caractéristiques que je vous partagerai.